Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième édition de la SPACE, la Semaine de la pensée antispéciste. Cette édition est organisée par Sentience Rennes, que Valentine va présenter juste après. Moi, je vais vous présenter un peu le but de cet événement et d'où ça vient et qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Il faut savoir que la SPACE, la première édition, a eu lieu en 2019, donc il y a 3 ans. Et à l'époque, elle n'était pas organisée par Sentience Rennes, elle était organisée par le collectif rennais, les Rendez-vous de la question animale, une association qui n'existe plus aujourd'hui. Donc Sentience Rennes a pris le relais sur cet événement. Et en fait, le concept, c'est de proposer une semaine d'événements variés, donc conférences, ateliers, va y avoir une projection dans différents lieux de la ville de Rennes, et de créer un espace de débat et de partage sur des questions d'éthique animale et de spécisme en particulier, et de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer autour de ces questions, en dehors des espaces des réseaux sociaux, pour qu'on puisse vraiment se rencontrer, apprendre à se connaître et éventuellement nouer des relations militantes ou autres. Et l'idée, c'est aussi de diffuser des concepts clés de l'éthique animale, parce qu'il y a quand même un constat qui s'impose, qui est que la notion de spécisme est encore très mal connue en France, ou quand elle est mobilisée, elle peut être mal comprise ou caricaturée. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est donner une image plus réaliste du mouvement animaliste, qui est un mouvement pluriel, qui n'est pas homogène, avec plusieurs courants de pensée en philo-morale, en stratégie, qui se répondent et se complètent. D'où le thème, le fil rouge de cette deuxième édition, qui est la notion de pluralisme. Et c'est une notion qui nous a paru importante dans l'équipe d'organisation, parce qu'on a un peu fait un constat partagé qui est qu'il peut y avoir une tendance dans les mouvements animalistes de vouloir plus ou moins consciemment, c'est pas forcément une stratégie délibérée, mais d'imposer une façon de théoriser la question animale ou une façon d'envisager la stratégie militante. Et on pense que, en tant que mouvement social, c'est assez vertueux de cultiver, au contraire, une approche pluraliste où on reste attentive et attentif à plusieurs visions stratégiques et on ne s'arrête pas à une seule façon de concevoir la question animale. D'autant plus qu'en tant que mouvement social minoritaire en France, on bénéficie finalement d'un contexte pluraliste où on peut quand même, malgré notre position minoritaire, avoir une liberté d'opinion et d'expression sur la question animale. Et on pense qu'au sein du milieu antispéciste, c'est également un atout que de cultiver le pluralisme. Un autre constat qui a motivé ce fil rouge du pluralisme, c'est que l'animalisme comme mouvement social n'est pas homogène dans sa composition, il n'est pas homogène dans sa vision, ses objectifs non plus. Tous les animalistes ou les antispécistes ne conçoivent pas la libération animale ou l'antispécisme de la même manière. Et les théorisations aussi peuvent différer grandement, on va le voir tout au long de la semaine. Et on pense que c'est pas forcément quelque chose qui doit être résolu, c'est pas forcément un problème que les animalistes ne soient pas d'accord sur toutes les questions en lien avec le spécisme. Et qu'au contraire, une diversité d'opinions peut enrichir un mouvement social et le rendre plus résilient. Donc c'est un des partis pris de cette deuxième édition de la SPACE. Plus concrètement, au sujet de notre programmation qu'on projette là, que vous pouvez voir sur l'écran, alors on a beau mettre en avant le pluralisme, on ne pouvait pas en une semaine donner la parole à absolument toutes les positions antispécistes actuelles en France, mais on a voulu mettre en avant des approches qu'on a estimées être minoritaires, dans le sens qu'elles sont peu connues, moins connues, parfois en marge du milieu animaliste influent, ou en tout cas celui qu'on entend le plus dans les médias, etc. Parce qu'on pense que ces approches peu connues peuvent nous apprendre beaucoup de choses
Et on a voulu aussi mettre dans le programme une ouverture sur des mouvements alliés qui, par exemple les mouvements décoloniaux ou les mouvements écoféministes, qui se définissent pas forcément comme animalistes, mais dont on a pensé que c'était des mouvements qui pouvaient apporter des choses à la question animale et à la réflexion antispéciste. Je vais vous donner quelques infos pratiques maintenant sur la semaine de la pensée antispéciste. Alors tout d'abord, je vous rappelle que tous les événements de cette semaine sont gratuits et entrée libre. Par contre, je rappelle qu'évidemment, toutes les personnes qui participeront aux événements ne sont pas antispécistes, ne se définissent pas forcément comme telles. Et je pense que c'est important de garder une bienveillance envers toutes les positions exprimées, les opinions sur les questions qu'on va aborder. Et l'événement, certes, est gratuit, mais il a un coût. Et on compte sur votre soutien, notamment pour organiser une 3e édition, on l'espère, l'année prochaine. Et pour cela, on a une cagnotte en ligne, une cagnotte Hello Asso pour pouvoir faire des dons. On a aussi une cagnotte physique qu'on va installer ici et que vous pourrez remplir si vous le pouvez à la fin de cette conférence. Et pour l'accès à la cagnotte en ligne, il va y avoir un QR code qu'on va mettre à disposition avec des affiches pareilles sur les tables à l'entrée. On a aussi éventuellement besoin de soutien bénévole pour l'organisation de cette semaine. Donc si vous avez prévu de venir à d'autres événements cette semaine, que vous avez un peu de temps, que vous voulez rencontrer l'équipe, discuter avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous manifester, et que ça soit pour l'organisation des petits buffets après les événements, que ça soit pour transporter du matériel, pour la communication, prendre des photos, etc. N'hésitez pas. Concernant l'accessibilité des différents lieux de la semaine de la pensée antispéciste, on a mis une description dans la description des événements Facebook, parce qu'il y a un événement Facebook pour chaque événement. On a mis en description la plupart des informations relatives à l'accessibilité aux personnes en fauteuil, aux personnes porteuses de handicap. N'hésitez pas à vous y référer si besoin. Et puis, dernière info avant de passer la parole à Valentine, nous avons mis en place des groupes de discussion sur l'application Telegram. Donc pour les personnes qui ont Telegram, vous pouvez rejoindre un groupe de discussion et un groupe d'annonces. Le groupe de discussion, tout le monde peut échanger dessus, et ça permet à la fois de faire du lien entre nous, de partager des ressources, de réagir aux conférences, mais aussi peut-être d'organiser des choses informelles pendant la journée ou après les conférences. N'hésitez pas à proposer des choses. Et le groupe annonce, c'est plutôt pour que nous, équipe d'orga, on puisse vous informer s'il y a des changements divers et variés. Et pour y accéder, pareil, on a des QR codes où on peut vous ajouter manuellement si vous nous donnez votre numéro de téléphone. N'hésitez pas à venir nous voir à ce sujet. l'ASPAS est organisée par l'association Sentience Rennes. Donc, on est une association étudiante antispéciste basée à Rennes 2. On organise des actions de sensibilisation, donc des conférences, des projections, des stands, pour ouvrir le débat sur les questions de la cause animale, donc toute l'année. On milite aussi pour donner plus de visibilité et d'accessibilité à l'alimentation végétale sur le campus. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sarah Zanaz, traductrice et doctorante en philosophie, en codirection entre l'Université de Strasbourg et l'Université de Puebla, au Mexique. Merci beaucoup. Merci. Bonne conférence à tout le monde. Alors, je vais essayer. Vous m'entendez bien comme ça ? Super. Alors, tout d'abord, les remerciements. Merci beaucoup à Sentience Rennes et à la Semaine de la pensée antispéciste pour l'accueil. Je suis vraiment contente d'être là. On se sent parfois un peu seul quand on est antispéciste, et c'est chouette d'avoir des événements comme celui-là où on peut un peu tous se retrouver, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je suis vraiment très contente d'être là. Merci à l'Université de Rennes aussi qui accueille l'événement. Et merci à vous d'être là ce soir. Alors, je vais vous présenter, je ne sais pas si on voit, c'est bon, ça fonctionne ? Cool.
Alors, je vais vous présenter une petite conférence qui s'intitule « Que répondre aux spécistes ? Petit guide de contre-attaque » et que je vais structurer en 2 parties différentes. Alors, voilà. Premièrement, on va voir un peu ce que c'est que le spécisme, parce que comme le mentionnait très bien Axel, on a parfois un peu du mal à comprendre de quoi il s'agit. Quand on parle de spécisme, de quoi est-ce qu'il en retourne? Donc c'est ce qu'on va voir dans une première partie. Je vais essayer de montrer différentes approches, différentes définitions du spécisme, pour qu'on parte un peu tous sur des bonnes bases, tous et toutes, puisque c'est la première présentation de la semaine. Et dans une deuxième partie, je vais présenter les principaux arguments spécistes auxquels j'ai pu faire face ces dernières années. Bon, j'en ai sélectionné que 5, vous verrez, il en manquera tout plein, mais si c'est possible dans le moment des débats de pouvoir peut-être en discuter, que vous nous disiez aussi quels arguments vous avez à quels arguments vous vous êtes confrontés, ou si vous n'êtes pas forcément antispéciste, des arguments peut-être que vous avez, que je n'aurais pas mentionné, pour un peu défendre le spécisme. Donc c'est ce qu'on fera dans une deuxième partie. Mais avant tout, qu'est-ce que le spécisme? Donc je vais rassembler plusieurs définitions, plusieurs approches. Premièrement, pour aller un peu à l'essentiel, le spécisme, c'est un mot qui a été créé par analogie avec le racisme et le sexisme. Et ça désigne la discrimination arbitraire fondée sur l'espèce. En fait, le spécisme, c'est un peu ce que la race, entre guillemets, même si on sait que ça n'existe pas, est au racisme, ou ce que le sexe ou le genre est au sexisme. Donc en fait, l'analogie s'arrête là. Je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que l'analogie s'arrête là. Je pense que les antispécistes sommes très au fait qu'il y a de grandes différences entre les discriminations intra-humaines et le spécisme. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des différences entre les différentes espèces. On sait qu'une limace n'est pas égale à une vache qui n'est pas égale à un être humain. Et pourtant, il n'y a pas ces différences-là entre les races, pour utiliser ce mot. Donc l'analogie s'arrête là, c'est vraiment juste pour comprendre comment le mot a été construit. Donc cette discrimination, le spécisme, comme on va le voir, est une discrimination. Cette supposition de la supériorité d'une espèce sur les autres mène à la justification de l'exploitation et de l'oppression des espèces considérées comme étant inférieures. C'est là que pose problème le spécisme. Donc en pratique, le spécisme, c'est l'idéologie qui justifie et qui impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains de manière qui serait inacceptable s'il s'agissait d'humains. Donc ça, c'est la définition un peu globale et pratique. Maintenant, on va voir que le terme qui a été inventé dans les années 70 a connu plusieurs penseurs, plusieurs penseuses qui ont donné chacun et chacune leur propre définition du spécisme et leur propre manière de l'interpréter, leur propre approche. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai décidé d'utiliser des références à certains auteurs qu'on va voir. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire comment le mot a commencé. Il a été inventé en 1970 par le psychologue britannique Richard Ryder, qui l'a utilisé dans un tract qui s'appelle comme ça, Spécisme, pour protester contre l'expérimentation animale. Donc, ce que fait Ryder, comment est-ce qu'il définit le spécisme? C'est intéressant parce que c'est lui qui a inventé le mot, le concept, la notion. Il définit le spécisme comme suit. J'utilise le mot spécisme pour décrire la discrimination généralisée pratiquée par l'homme à l'encontre des autres espèces et pour établir un parallèle entre ce phénomène et le racisme. Alors là, on voit qu'il met l'accent sur la question de la discrimination. Le spécisme, pour lui, c'est une discrimination. Donc lui a inventé le terme en 1970, mais c'est Peter Singer, donc un philosophe australien, qui l'a popularisé en 1975 avec un livre qu'on considère souvent comme la Bible du mouvement animaliste, qui s'appelle La libération animale, Animal Liberation, qui a été publié, donc, comme je disais, en 1975. Et là, Peter Singer définit le terme de spécisme comme un préjugé ou une attitude de parti pris
en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres d'autres espèces. Donc là, on n'a plus tellement la notion de discrimination, mais on a une notion qui est très proche, qui est celle du préjugé ou de l'attitude de parti pris. Alors, la notion d'attitude de parti pris n'est pas forcément très claire. C'est pour ça que Peter Singer revient dessus quand il explique plus précisément. Je vous ai mis la citation. Les racistes violent le principe d'égalité en donnant plus de poids aux intérêts des membres de leur propre race lorsqu'il y a conflit entre leurs intérêts et les intérêts des membres d'une autre race. Les sexistes violent le principe d'égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre sexe. De façon similaire, les spécistes permettent aux intérêts de leur propre espèce de l'emporter sur les intérêts supérieurs des membres d'autres espèces. Le schéma est identique dans chaque cas. Donc si on se rappelle de la définition de Richard Ryder, alors il mettait l'accent sur la discrimination, mais il mettait aussi clairement en évidence l'analogie avec le racisme. Et là, ce que fait Peter Singer, c'est qu'il ajoute une autre analogie, celle avec le sexisme. Donc, on a là, avec Peter Singer et Richard Ryder, une définition du spécisme qui repose sur la question de la discrimination ou du préjugé. Ensuite, on arrive à Tom Regan et Paul Waldo qui, eux, ont une façon un petit peu différente de concevoir le spécisme, même si c'est toujours un peu dans la même idée. Eux, en fait, ils voient plus tellement le spécisme comme une discrimination, comme un préjugé, mais comme une exclusion morale. Et c'est très intéressant parce que le spécisme, en effet, c'est pas seulement une question de discrimination, c'est vraiment l'exclusion forte, radicale de tous les animaux, mais comme on va le voir, peut-être que c'est plus précis de dire de certains animaux, de la sphère de considération morale. Donc Tom Regan, qui est un philosophe également, définit le spécisme comme une position spéciste, ou du moins le paradigme d'une telle position, prend la forme d'une déclaration selon laquelle aucun animal n'est membre de la communauté morale, parce qu'aucun animal n'appartient à la bonne espèce, à savoir Homo sapiens. Donc là, on a vraiment une définition qui repose sur une tension entre inclusion et exclusion de la sphère de considération morale. C'est quelque chose que fait aussi le philosophe Paul Waldo, qui pareil, souligne cette tension exclusion-inclusion de la sphère de considération morale, puisqu'il définit le spécisme comme l'inclusion de tous les animaux humains à l'intérieur du cercle moral et l'exclusion de tous les autres animaux de ce cercle. Donc là, pour les 4 définitions qu'on a vues jusque maintenant, on a quand même toujours un peu l'idée que le spécisme, c'est une opposition forte entre les humains, les animaux humains d'un côté, et tous les autres animaux de l'autre. Je vous ai inclus quand même une perspective un petit peu différente avec 2 penseurs, une philosophe états-unienne qui s'appelle Evelyn Pluhar et un philosophe espagnol qui s'appelle Oscar Horta, qui, eux, font pas tellement cette distinction comme on va le voir. Alors, pour Evelyn Pluhar, le spécisme, c'est surtout quelque chose d'injustifié et d'injustifiable. Elle écrit que les spécistes sont ceux qui croient qu'il est justifié de favoriser les membres d'une espèce sentiente par rapport à une autre. Donc on a la notion de justifier, de justifiabilité vraiment au centre de sa définition. Oscar Horta, lui, définit le spécisme comme étant la considération ou le traitement désavantageux injustifié de ceux qui ne sont pas classés comme appartenant à une ou plusieurs espèces privilégiées. Ce qui est intéressant avec ces 2 définitions-là, c'est qu'elles ne reposent plus vraiment sur la tension entre les humains d'un côté et les non-humains de l'autre, mais elles prennent aussi en compte le fait que le spécisme, c'est pas toujours ça, c'est parfois aussi une discrimination entre certains animaux et d'autres animaux. Par exemple, quand on caresse le chat et qu'on mange la vache, ou qu'on emmène notre chien chez le vétérinaire en courant dès qu'il semble un peu abattu, tout en mangeant du cochon. C'est aussi ça le spécisme, c'est aussi du spécisme qui est en jeu dans ce genre de distinction-là. Donc c'est ce qui me semblait intéressant avec ces 2 définitions du spécisme, et c'est pour ça que je les ai inclus ici. Et ensuite, je vous promets que je ne vous assomme pas plus longtemps avec les différentes définitions du spécisme, mais on va voir plus tard que c'est important de comprendre comment il agit, comment est-ce qu'il fonctionne dans la société pour pouvoir ensuite répondre aux différents arguments spécistes. Donc là, on a James Rachels, qui est un autre philosophe, et qui fait une différence entre le spécisme qualifié et le spécisme non qualifié.
Pour l'instant, toutes les définitions qu'on a vues définissent le spécisme comme un phénomène donné, un seul et même phénomène, disons. Mais en fait, le spécisme, ça a parfois différentes formes de fonctionner. C'est pas forcément un tout facilement identifiable. Donc c'est ce que note James Rachels quand il écrit que le spécisme se divise en 2 catégories. En réalité, il y en a 4. Mais j'ai plutôt préféré me concentrer sur ces 2-là. Si jamais vous êtes intéressé, on peut en parler un peu plus tard. Mais donc, il fait la différence entre le spécisme non qualifié et le spécisme qualifié. Le spécisme non qualifié, en fait, quelque chose de qualifié, c'est quelque chose qui se caractérise par des qualités. Donc, le spécisme non qualifié, c'est l'opinion selon laquelle la simple espèce est moralement importante. Le spécisme qualifié, en fait, consiste à dire les humains sont supérieurs simplement parce qu'ils sont humains. Point barre. En revanche, le spécisme qualifié, c'est un peu une manière un petit peu plus peut-être subtile de fonctionner, c'est-à-dire que c'est l'opinion selon laquelle les intérêts des humains sont moralement supérieurs à celles des autres animaux, mais pas seulement parce qu'ils sont humains, mais parce que les humains possèdent certaines caractéristiques. Donc le spécisme non qualifié d'une part équivaut à dire les humains sont supérieurs parce que c'est comme ça et c'est tout. En revanche, le spécisme qualifié défend l'idée que les humains sont supérieurs, mais parce que les humains possèdent certaines qualités que les autres animaux n'ont pas. Cette différence, pour revenir un petit peu en francophonie après toutes ces définitions-là, sont aussi très bien expliquées par 2 penseurs donc, francophones, qui sont Valérie Giroux et François Jacquet. Alors le spécisme qualifié est souvent aussi appelé, vous pourrez aussi le trouver sous les noms de spécisme attributif, parce qu'on attribue des qualités, ou au spécisme indirect. Donc le spécisme attributif s'approche, et c'est quelque chose que Valérie Giroux montre très bien dans son ouvrage « L'antispécisme », d'une sorte de capacitisme, parce que ça repose sur le fait que les humains ont certaines qualités, souvent cognitives, parfois physiques, donc c'est pour ça qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils ont certaines qualités. Donc c'est une sorte finalement de capacitisme que le spécisme attributif ou indirect. En revanche, le spécisme non qualifié, qui peut aussi s'appeler spécisme pur ou spécisme direct, est un phénomène qui s'approche un peu de l'anthropocentrisme, puisqu'il consiste à dire que les humains sont supérieurs parce qu'ils sont humains. C'est un petit peu une forme d'anthropocentrisme, même s'il y a des différences que François Jacquet explique très bien dans son article qui s'appelle Spécisme. En fait, c'est l'entrée spécisme dans l'encyclopédie philosophique. Donc, pour finir avec la question du spécisme, en fait, peu importe la manière dont on décide de le définir et l'approche qu'on décide d'avoir pour le comprendre, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un phénomène qui est omniprésent dans nos sociétés et qui a lieu à chaque fois que nous traitons les animaux de manière dont nous refuserions de traiter des êtres humains, ou que nous traitons certaines espèces de manière dont nous refuserions de traiter d'autres espèces, comme les animaux domestiques ou les animaux qu'on trouve particulièrement beaux, etc. C'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard. Mais pourquoi alors je vous présentais toutes ces définitions, toutes ces approches différentes du spécisme? En fait, c'est pour 2 raisons. Premièrement, parce que cette édition de la Semaine de la pensée antispéciste est placée sous la lumière de la pluralité. Donc ça me semblait important de vous montrer que le spécisme n'est pas du tout un concept fixe, mais en fait, il y a plusieurs manières de l'aborder, il y a plusieurs manières de l'interpréter, de le réfléchir, de l'analyser. Même si évidemment je vous ai montré que quelques-unes des possibilités, mais il y en a beaucoup d'autres. Énormément de penseurs et de penseuses se penchent sur la question du spécisme de plus en plus, à l'université et ailleurs. Donc il y a beaucoup plus de pensées, d'approches, de perspectives différentes sur le spécisme. Mais bon, il me semblait important quand même de vous en montrer plusieurs pour mettre l'emphase sur le fait que c'est pas quelque chose d'arrêté, c'est pas un phénomène complètement fixe et arrêté. La deuxième raison pour laquelle ça me semblait important de faire ce petit parcours à travers la genèse du concept de spécisme, c'est que ça va nous être très utile au moment d'argumenter en tant qu'antispéciste. Parce qu'en fonction du type de spécisme qu'on a en face de nous, la manière dont on pourra aborder l'argumentation peut différer légèrement.
Par exemple, moi, c'est ce qu'on va voir, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc j'ai sélectionné 5 arguments différents qui défendent l'idéologie spéciste, et on va voir ensemble comment est-ce que c'est possible d'y répondre et de les contrer. Alors je précise juste rapidement que ce sont des arguments contre le spécisme et pas des arguments contre ce sont des arguments contre l'antispécisme plutôt, et pas des arguments contre le véganisme. Le véganisme a sa propre... les personnes qui critiquent le véganisme ont leur propre manière et leurs propres arguments. Par exemple, oui, mais il faut manger des protéines ou des trucs comme ça. C'est pas du tout ce que je vais aborder maintenant. Je vais vraiment rester sur la question du spécisme et des personnes qui essayent en fait de défendre l'idéologie spéciste. Donc, j'ai rassemblé quelques arguments et je vais m'inspirer d'un livre de Oscar Horta qui s'appelle Un paso adelante en defensa de los animales, qui a été traduit en anglais très récemment et que j'ai très récemment terminé de traduire en français, donc j'espère que ça arrivera bientôt. Si jamais vous savez lire l'espagnol ou l'anglais, je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil dès maintenant, parce que c'est un auteur qui explique très bien en fait comment fonctionne le spécisme, comment fonctionne l'antispécisme. Et j'ai l'impression qu'en France, on ne parle pas tellement de Oscar Horta, alors qu'il fait un travail incroyable depuis plusieurs années. Mais bon, je ne suis pas payée pour faire sa promo, je tiens quand même à le dire. Mais alors, on va passer au premier argument qu'on a souvent en tant qu'antispéciste. C'est un argument qui consiste à dire que les humains comptent plus que les animaux, et c'est tout, c'est pas autrement. Si on se rappelle un peu des différentes définitions du spécisme, c'est le spécisme direct, le spécisme pur. Les animaux comptent plus que les animaux, et c'est tout. Les humains, comptent plus que les animaux, et c'est tout, il n'y a pas d'autre explication. On est spéciaux en tant qu'humains parce qu'on est humain, uniquement en raison de l'espèce à laquelle nous appartenons et pour aucune autre raison. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Alors, comment est-ce que c'est possible de répondre à cet argument ? J'ai divisé la réponse en 3 points distincts. Premièrement, est-ce que c'est une manière convaincante de défendre un point de vue ? En fait, est-ce que c'est vraiment convaincant que de défendre un point de vue en disant « c'est comme ça et c'est pas autrement » ? On peut se poser la question légitimement, puisqu'il n'y a aucun argument, en fait, plus que ça. C'est-à-dire, c'est comme ça et c'est tout. Et on n'argumente pas plus que ça. Il n'y a pas tellement d'effort, en fait, de nous amener à comprendre pourquoi est-ce que les humains importent plus. En plus, on peut quand même se demander si ça ne permet pas aussi de justifier d'autres discriminations. Parce que s'il suffisait de dire parce que c'est comme ça et pas autrement, en fait... on pourrait aussi dire les hommes comptent plus que les femmes et c'est tout, c'est pas autrement. Ou les blancs comptent plus que les non-blancs et c'est tout, c'est pas autrement. Donc en fait, c'est pas du tout une manière qui soit légitime ou qui soit intéressante de défendre un point de vue. La deuxième chose, c'est qu'on peut se demander tout aussi légitimement qu'est-ce qui fait de l'appartenance à l'espèce Homo sapiens quelque chose de si spécial en soi. Est-ce qu'il y a quelque chose de magique dans l'ADN humain qui nous permette de dire que les humains sont supérieurs ? Qu'est-ce qu'il y a en fait dans le fait d'être un être humain qui permette de justifier qu'ils sont supérieurs à tous les autres animaux ? Donc là, c'est intéressant parce qu'une personne qui commençait à défendre le spécisme en utilisant un peu la rhétorique du spécisme direct, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement, va soudainement basculer quand on va lui demander mais pourquoi alors, qu'est-ce qui fait que l'être humain, est-ce que c'est l'ADN, est-ce qu'il y a un truc, qu'est-ce qui fait que l'être humain est plus important que les autres espèces, la personne va basculer dans ce qu'on appelle le spécisme indirect, parce que elle va souvent, le fond de cet argument en fait cache parfois une certaine forme justement de spécisme indirect. Par exemple, les êtres humains comptent davantage que les autres animaux parce qu'ils sont plus intelligents. Donc là, on passe d'un spécisme direct, c'est comme ça et pas autrement parce qu'ils sont humains, à non, en fait, c'est pas tellement juste comme ça, c'est juste que les humains sont plus intelligents, donc ils méritent plus de respect.
Seuls les humains sont capables de penser de façon abstraite, par exemple, de faire usage d'un langage, d'utiliser des métaphores, de résoudre des problèmes complexes, de faire des mathématiques, etc. Et c'est pour ce motif même que les autres animaux importent moins, peu ou même pas du tout. Donc là encore, plusieurs manières de répondre. Là, j'ai divisé la réponse en 4 parties. Premièrement, est-ce qu'on peut dire qu'il n'existe qu'un seul type d'intelligence ? Est-ce que c'est parce que les êtres humains sont particulièrement intelligents, particulièrement capables de pensée abstraite ou d'articuler un langage, que toutes les autres espèces sont complètement incapables d'intelligence, sont complètement dépourvues d'intelligence ? Est-ce que c'est parce que les humains sont capables de faire des mathématiques que tous les autres animaux ne sont pas du tout intelligents ? Je pense qu'il y a une question de nuance en fait à apporter. L'intelligence, c'est plutôt une question de degré, de niveau, pas une question de tout ou rien. Et c'est quelque chose qu'un philosophe du IIIe siècle qui s'appelle Porphyre expliquait très bien quand il disait « Est-ce que le fait que des oiseaux soient capables de voler très très haut signifie que les perdrix ne sont pas capables de voler ? Est-ce que le fait que les humains soient capables de réfléchir de manière très abstraite et soient très très intelligents signifie que toutes les autres espèces ne possèdent absolument aucun type d'intelligence ? Donc ça, c'est la première réponse qu'on pourrait apporter à cet argument. La deuxième, c'est une remise en question de l'idée que plus grande est l'intelligence d'un individu, plus grand est le respect qu'on lui doit. Je pense qu'on se rend compte, si on formule les choses comme ça, qu'il y a un petit problème quand même avec cette argumentation. Est-ce que vraiment l'intelligence justifie le respect ou la dignité ou l'empathie ? Je pense que c'est une vraie question, puisque en fait, la souffrance, par exemple, de Albert Einstein ou de Marie Curie n'importe pas nécessairement plus que la souffrance de quelqu'un qui est moins intelligent. Donc en fait, reposer l'argumentation sur l'idée que plus grande est l'intelligence d'un individu, plus grand est le respect qu'on lui doit, pose des problèmes et peut entraîner de graves conséquences. Quand on répond ça, en général, on a affaire à un argument qui suit un peu les autres, qui tient au fait que, bon, d'accord, alors peut-être que les animaux sont aussi capables d'une forme d'intelligence, peut-être qu'ils sont aussi capables de certaines formes de langage, etc. Mais pour qu'ils méritent notre considération morale, en fait, il faut qu'ils atteignent un certain niveau d'intelligence qu'ils n'atteigneront jamais. C'est-à-dire que seuls les humains ont un niveau d'intelligence suffisant qui, en fait, légitime qu'on les respecte eux seuls. Donc, en fait, la question là qui se pose, c'est quel est le niveau d'intelligence minimum à avoir pour mériter le respect ? Est-ce qu'il y a en fait une jauge à partir de laquelle le niveau d'intelligence est atteint et donc on peut respecter la personne ? Si c'est une question de degré, à partir de quel moment, à partir de quel niveau d'intelligence est-ce qu'on peut décider de donner notre considération morale à quelqu'un ? Et c'est là qu'intervient un argument qui ne fait pas forcément consensus dans le mouvement animaliste, qui est l'argument des cas marginaux, on va voir qu'il porte assez mal son nom, et qui tient en fait à dire que s'il faut un certain niveau d'intelligence pour mériter de la considération morale, on peut se poser la question des personnes humaines qui n'atteindraient pas en fait ce niveau d'intelligence pour plusieurs raisons. Par exemple, les enfants ou les bébés qui ne sont pas nécessairement plus intelligents que certains animaux non humains adultes. C'est aussi le cas de certaines personnes qui présentent de la diversité fonctionnelle intellectuelle ou des personnes qui sont en grave état de sénilité, par exemple. Est-ce que ces personnes-là doivent être exclues de la sphère de considération morale pour la seule raison qu'ils et elles n'atteignent pas le critère minimum d'intelligence pour recevoir notre considération morale ? La question là, en fait, l'argument des cas marginaux, il fonctionne un peu sous 3 angles.
parce que quand on parle de ces humains-là, donc les cas marginaux entre guillemets, on nous dit souvent, parce qu'on entend qu'on parle seulement des personnes qui sont par exemple handicapées mentales, on nous dit souvent, oui, mais c'est un nombre de personnes réduit. Donc, ces personnes qui ne disposent pas de capacités intellectuelles complexes est réduit. Donc, en fait, ce n'est pas un argument qui tient debout. Il y a 3 choses à répondre à ça. Premièrement, même si c'était vrai, ça serait d'aucun réconfort pour les êtres humains qui sont véritablement victimes de cette discrimination. Ce n'est pas parce qu'ils sont peu qu'il ne faut pas les prendre en compte. Deuxièmement, tout être humain pourrait se retrouver dans une situation similaire, vous et moi inclus, c'est-à-dire à la suite d'un accident, par exemple, on peut très bien se retrouver à avoir de graves séquelles cognitives. Et troisièmement, on s'est en réalité tous déjà trouvés dans cette situation quand on était enfant ou bébé. On n'avait pas forcément des capacités cognitives très évoluées à ce moment-là. Donc, c'est un argument qui est un petit peu difficile, celui des êtres humains qui comptent plus parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il exclut aussi tout un pan de l'humanité même. Donc, bon, c'est juste une question, en fait, c'est pas tellement... En fait, l'argumentation que je vous propose, elle sert surtout à montrer qu'il y a un petit problème avec l'idée que la considération morale doit reposer sur l'intelligence. Parce que ça exclut des personnes et ça exclut surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, tous les animaux non humains. Donc, est-ce qu'il y aurait un critère de considération morale qui serait un petit peu plus juste? On le verra un petit peu plus tard, mais oui, effectivement, il existe. Un autre argument auquel on est souvent confronté aussi, c'est celui en fait, on rebascule un peu vers un spécisme un petit peu direct. Nous sommes nous-mêmes humains, donc il est normal que nous ressentions plus d'empathie envers les autres êtres humains. En fait, c'est parce que je suis moi-même humaine que je ressens plus d'empathie ou plus de solidarité envers les autres humains. Ça, c'est un autre argument auquel on fait souvent face, mais on peut y répondre de ces 2 façons-là que je propose. Premièrement, de nombreux êtres humains ne jouissent d'aucune relation de sympathie ou de solidarité. C'est pas forcément vrai de dire que parce qu'on est humain, on respecte les autres êtres humains. En fait, il suffit de se rendre compte qu'il y a énormément de guerres. Les êtres humains se réduisent en esclavage, commettent des viols, tout un tas de crimes atroces. Donc si vraiment il était vrai que parce que nous sommes humains, nous ressentons plus d'empathie ou de solidarité pour les autres humains, toutes ces choses n'arriveraient pas forcément. En plus, c'est une mauvaise nouvelle pour plein de personnes. Si c'est comme ça, si c'est vraiment ça, on mérite la considération morale parce qu'on jouit d'une certaine relation d'empathie ou de solidarité de la part d'autres êtres humains, ce serait une mauvaise nouvelle pour beaucoup de personnes qui ne jouissent d'aucune de ces relations-là. Donc c'est un argument qui ne tient pas vraiment debout là encore. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il est bien juste de ressentir plus d'empathie et de respect pour les êtres qui nous ressemblent ou qui sont comme nous ? Là encore, j'ai formulé les choses de manière à ce que ça devienne évident que cet argument pose problème si on remplace le mot humain par d'autres mots. Par exemple, si c'était vraiment comme ça, bon, je ressens plus d'empathie pour les humains parce qu'ils sont humains. Encore une fois, je pourrais très bien dire dans ce cas-là, si ça c'est acceptable, est-ce que c'est aussi acceptable de dire je ressens plus d'empathie pour les hommes parce que je suis un homme, ou je ressens plus d'empathie pour les blancs parce que je suis blanc? On voit bien que c'est quand même un argument qui pose problème, qui n'est pas vraiment fondé. Donc, est-ce qu'il est juste de ressentir plus d'empathie pour les humains parce que nous sommes humains? C'est quand même un critère de considération qui pose problème et qui semble injuste et difficilement acceptable. Pour illustrer un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc les critères d'intelligence, les critères de solidarité ou de sympathie, on peut faire une expérience de pensée qui s'appelle la clôture. Donc en fait, les personnes qui défendent ces arguments-là semblent penser que tous les êtres humains, avec ces critères de considération-là, se retrouveraient à l'intérieur de ce cercle. Les êtres humains sont plus intelligents, donc ils comptent plus.
les êtres humains sont des êtres humains, donc ils bénéficient de considérations morales parce qu'ils ont l'empathie des autres êtres humains. En fait, ces personnes qui défendent ces arguments-là semblent penser que du coup, à l'intérieur de ce cercle se trouveraient tous les êtres humains et on serait exclu toutes les autres espèces animales. Mais on a vu que c'était pas forcément le cas, qu'en fait si pour entrer à l'intérieur de ce cercle, de cette clôture, il fallait remplir des critères d'intelligence ou de sympathie, jouir de relations de sympathie ou d'empathie de la part d'autres êtres humains, en fait beaucoup d'êtres humains ne se retrouveraient pas à l'intérieur de ce cercle. Ils s'en retrouveraient exclus si les critères étaient vraiment pertinents. Donc en fait, il est important de remettre en question ces critères-là afin que tous les êtres humains puissent entrer à l'intérieur de ce cercle. Et un critère qui permet de faire ça et qui permet dans le même temps de faire entrer à l'intérieur du cercle tous les êtres, la plupart des animaux non humains, pas tous, c'est le critère de la sentience. Donc c'est un critère qui nous permet de ne discriminer aucun être humain. En réalité, en éthique animale, il y a plusieurs critères qui sont mis en avant. Je les mentionnerai très très rapidement à la fin. Il n'y a pas que la sentience. Donc là, je vous parle vraiment d'une éthique sentientiste ou sentiocentrée. C'est pas la seule. Il y a d'autres critères qui sont aussi utilisés en éthique animale, mais c'est celui-là dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc le critère de la sentience permettrait, si on revient au cercle, de faire entrer tous les êtres humains à l'intérieur du cercle et dans le même temps, puisque la plupart des animaux sont également sentients. Alors la sentience, c'est la capacité d'être affecté positivement ou négativement par des expériences. Donc c'est le fait, par exemple, d'avoir en fait des expériences subjectives, de vivre sa vie. C'est un corps en fait qui est en train de vivre une expérience, qui est en train de vivre une existence, qui n'est pas seulement en train de répondre à des stimuli extérieurs. Donc la plupart des animaux sont sentients, certains ne le sont pas. C'est le cas par exemple des éponges de mer, mais la plupart des animaux, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des animaux que nous exploitons, sont sentients. Et donc ce critère-là permet à la fois de faire rentrer tous les êtres humains à l'intérieur de ce cercle, mais aussi la plupart des animaux. Ce cercle, il faut imaginer que c'est, par exemple, la sphère de considération morale. Donc à l'intérieur de ce cercle se trouvent toutes les personnes qui méritent, entre guillemets, qu'on les considère plus que comme de simples objets ou de simples marchandises. Pour presque terminer, donc là c'est l'avant-dernier argument, qui tient à dire qu'il est un petit peu différent, mais les animaux sont spécistes eux aussi, donc le spécisme c'est naturel. C'est un argument qui est aussi très, très, très fréquemment utilisé. C'est un peu le fameux appel à la nature, qui, je pense, concerne plusieurs luttes sociales, pas seulement l'antispécisme, cet appel à la nature de c'est naturel, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Selon cet argument, le spécisme est inévitable parce qu'il est naturel. Donc il est naturel ou instinctif d'avoir une préoccupation particulière pour les individus qui appartiennent à notre espèce. Et d'ailleurs, ce qui est souvent dit, c'est que les autres animaux sont spécistes aussi. Ils appliquent cette préférence pour les membres de leur propre espèce. Alors là encore, on a plusieurs choses à répondre. Premièrement, 4 points différents. Premièrement, est-ce que nos préférences pour certains individus justifient vraiment que nous en discriminions d'autres ? Je pense qu'en fait, il est normal de préférer les membres qui sont proches de nous. C'est-à-dire que, par exemple, si mon immeuble est en train de brûler, il est normal que j'ai plutôt envie de sauver ma mère que ma voisine avec laquelle je ne m'entends pas super bien. C'est normal, en fait, d'avoir des préférences. Maintenant, la question, c'est est-ce que, pour autant, je vais avoir envie de tuer ou de manger ma voisine avec laquelle je m'entends super bien. En fait, c'est un peu la question de ok, je préfère d'autres, je préfère certaines personnes par rapport à d'autres, mais est-ce que pour autant ça justifie, est-ce que pour autant cette préférence justifie que j'en exploite ou que j'en mange d'autres ? J'utilise le mot manger parce qu'on parle des animaux et que les animaux malheureusement sont mangés. Donc est-ce que vraiment cet argument tient debout si on pense au fait que
ok, on a des préférences pour les êtres humains, c'est normal et c'est légitime, mais est-ce que ça légitime pour autant qu'on fasse tout ce qui nous semble bon avec les autres espèces? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut un petit peu douter de l'idée que les autres animaux sont vraiment spécistes. En fait, en éthologie, on montre souvent que les animaux ne défendent pas nécessairement leur espèce, mais plutôt leur groupe, et surtout en fait eux-mêmes et leur progéniture. Donc les animaux non humains ne sont pas forcément spécistes. En fait, ils n'ont aucun intérêt à défendre des animaux de leur espèce. D'ailleurs, on voit souvent que, comme chez les humains d'ailleurs, ils s'entretuent ou il y a des problèmes entre les membres d'une seule et même espèce. Ce que défendent les animaux, ce n'est pas tellement leur espèce, mais plutôt leur groupe proche. Donc est-ce que les animaux sont vraiment spécistes ? On peut en douter, surtout si on comprend le spécisme comme une idéologie, ça paraît s'appliquer assez mal aux autres animaux. Ensuite, le troisième point, une position est considérée comme étant naturelle, donc est-ce qu'elle est naturellement bonne ou est-ce qu'elle doit être naturellement acceptée ou défendue? On peut aussi se poser la question de est-ce que une chose est naturelle, donc elle est forcément bonne? Bon, je pense qu'on peut en douter, je pense que pareil, là encore, on a des exemples qui nous montrent que plein de choses ont été naturelles au sein de l'humanité. C'est pas pour autant qu'elles sont justifiables et qu'elles ne sont pas aujourd'hui considérées comme étant moralement répréhensibles. Donc c'est pas forcément un argument qui fonctionne non plus. C'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est forcément bon ou acceptable. Ensuite, le dernier point, est-ce que le spécisme est vraiment si naturel que ça ? En fait, est-ce que ça peut être considéré comme quelque chose de naturel en sachant que les antispécistes existent bel et bien? Si les antispécistes existent, ça montre bien qu'il y a une autre manière de faire, que c'est pas forcément inévitable, que c'est pas une tendance absolument nécessaire et inévitable. Si les antispécistes existent, on peut légitimement penser que c'est pas nécessairement si naturel que ça d'être spéciste. En plus de ça, on a vu que les êtres humains sont pas forcément, ne traitent pas forcément les autres êtres humains de la meilleure des façons, les guerres, etc. Donc, on peut vraiment se demander si c'est naturel, en fait, d'être spéciste. Pour finir, le dernier argument, c'est l'argument de la tradition. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'autres arguments que je n'ai pas pu mentionner ici, mais la tradition, c'est quelque chose qui revient énormément. Par tradition, les êtres humains ont toujours été spécistes. Là, on peut se poser la question suivante. Est-ce que la tradition justifie vraiment que nous exploitions les êtres qui se trouvent en situation de faiblesse ou en situation de vulnérabilité ? On pense par là, en fait, les personnes qui défendent cet argument ont tendance à penser que les humains ont toujours été spécistes. Mais en fait, on peut avoir quelques exemples qui nous invitent à douter du bien fondé de cette thèse. Parce que de nombreuses personnes considèrent aujourd'hui que les horreurs subies par les humains par le passé sont injustifiables. C'est ce que je disais il y a un instant, les guerres, des viols de masse, des génocides, on les considère aujourd'hui comme étant répréhensibles. Pourtant, traditionnellement, c'est ce que les humains ont fait à d'autres êtres humains. Donc, est-ce que la tradition constitue en elle-même une justification ? On peut en douter. En plus, alors la chose qui me semble intéressante à dire ici, c'est que donc ce qui a été fait par le passé, ces crimes atroces qui ont été perpétrés par des humains à l'encontre d'autres êtres humains, font peut-être partie de la tradition de l'humanité, mais est-ce que... donc en fait, l'argument que j'essaye d'expliquer, c'est les autres sociétés, donc les sociétés passées, ont perpétré des crimes atroces sans se rendre compte. En fait, les auteurs de ces crimes n'étaient pas forcément conscients que ce qu'ils faisaient allait être considéré comme étant répréhensible des années, des siècles plus tard.
ils pensaient que c'était normal. À un moment donné, on pensait que l'esclavage était tout à fait normal et personne, ou peu de personnes, se posaient la question de sa justification. Pourtant, des siècles plus tard, on a quand même évolué et on se rend compte que c'est pas si juste que ça. Donc en fait, la question que je voudrais poser ici, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr qu'aujourd'hui, on se trouve tout pile au moment de l'histoire de l'humanité où on fait les choses correctement, où les générations futures ne seront pas capables de dire de nous qu'on s'est comporté de manière atroce pour telle ou telle raison. Ce serait vraiment une coïncidence extraordinaire qu'on se trouve tout pile au moment de l'histoire de l'humanité où on fait les choses correctement, on fait les choses bien. Donc, il me semble important de douter, d'avoir un petit peu de recul par rapport à nos opinions les plus dominantes aujourd'hui, parce qu'il est fort possible que plus tard, on les voit, on les considère comme étant moralement répréhensibles. Donc, je finis très très rapidement avec ça, parce que je pense qu'on en apprendra très longuement au cours de cette semaine de la pensée antispéciste. Il y a plusieurs critères qui sont réellement pertinents, donc pas l'intelligence, pas l'appartenance à l'espèce, etc., pas les relations de solidarité ou d'empathie qu'on ressent pour les humains, mais d'autres critères qui permettent de prendre en compte, premièrement, tous les êtres humains, mais aussi les espèces animales dans leur majorité. Donc ça, c'est par exemple la capacité à souffrir, la sentience, la conscience, qui est un petit peu différente de la sentience, la gentilité. Il me semble que demain, on aura une présentation sur le thème de la gentilité. Donc ça, sont des critères qui peuvent sembler un petit peu plus pertinents au moment de décider de notre manière d'agir avec tous les êtres humains et non humains. Voilà, donc je termine là. Je vous ai mis mon adresse mail si jamais vous avez... j'ai plein de bibliographies sur le spécisme, par exemple. J'ai pu présenter que quelques-unes de ces perspectives, mais il y en a plein d'autres. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter à cette adresse mail sans problème. Et voilà, je m'arrête là. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Alors, on a un moment pour des questions, des échanges, des remarques. Je vais faire passer le micro, donc n'hésitez pas à vous signaler en levant la main. Et en attendant, je vais ajouter 2 points que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Le premier, c'est que juste après la conférence, on vous propose un petit moment convivial de discussion avec un buffet de quoi manger des petites choses véganes. Et le deuxième point, c'est que dans le programme, il y a un point sur lequel je veux particulièrement mettre l'attention parce qu'on a besoin de personnes en masse. C'est samedi à 11h, il y a une manifestation en faveur de l'abolition de la corrida. Parce que le 24 novembre, si je ne me trompe pas, la proposition d'abolition de la corrida va être discutée à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment un sujet chaud en ce moment pour la cause animale. Donc il y a une manifestation qui est organisée à 11h à République, à Rennes. Donc on vous invite à vous joindre à nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Au fur et à mesure de ma construction, j'ai développé une vision du spécisme où je me suis dit que c'était une sorte de suprémacisme humain. Et en fait, l'argument de la supériorité sans justification me fait penser beaucoup à une sorte de spécisme de droit divin, en quelque sorte. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et je voulais savoir s'il y avait des penseurs, notamment, qui avaient théorisé les choses comme ça, parce que j'en ai pas trouvé. Oui, c'est une très bonne réflexion. Je suis pas au courant de penseurs qui aient considéré les choses de la manière là. Mais c'est vrai qu'en fait, ça y ressemble énormément. J'aime bien l'expression de suprémacisme humain, parce que c'est vraiment ça, c'est ça qui est à l'œuvre. Oui, c'est clair que il semble... c'est un argument qui semble montrer que les humains sont supérieurs par, comme tu l'as dit, droit divin, c'est-à-dire
on est supérieur. D'ailleurs, c'est ce que montre un petit peu, plusieurs religions ont un peu cette idée que l'être humain doit s'ériger en maître sur tout ce qui, ça c'est la Bible, mais sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui vole, sur tout ce qui nage. Donc on a cette idée dans la religion, même si j'ai des amis qui sont théologues, qui sont théologiens, je sais même plus le mot, mais qui me disent qu'en fait dans la Bible, il y a aussi énormément de réflexions qui sont qui tendent un petit peu à l'animalisme de temps en temps. Donc ça peut être intéressant de faire un peu plus de recherche sur la relation qu'il y a entre les religions et le spécisme, mais c'est clair que c'est un argument qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire les êtres humains sont supérieurs. C'est soit un droit divin, soit quelque chose d'abstrait en fait qu'on ne saurait voir, mais qui ferait des êtres humains des êtres supérieurs. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de suprémacisme, parce que c'est pas forcément justifié. Un suprémacisme, il est totalitaire en fait. Donc ouais, j'aime bien cette vision de suprémacisme humain. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais savoir dans quelle mesure, dans le courant antispéciste, il y avait... dans quelle mesure c'était, on va dire, une critique matérialiste, en fait, on va dire, du spécisme, et notamment d'associer les animaux à un prolétariat, de penser un peu en termes de lutte des classes. C'était dans quelle mesure ça avait été étudié, pensé, est-ce que c'est un point de vue qui est pertinent Oui, je pense que c'est un point de vue qui est totalement pertinent. Il me semble qu'Axel, tu travailles cette question du matérialisme. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. On a Axel, alors on en profite. Eh ben, ça rejoint une intervention que je pensais faire juste après. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé ta première partie où tu déclines des façons de définir le spécisme, mais à partir de différents courants philosophiques. Mais je trouve qu'il y a une définition qui manque peut-être quand on regarde simplement d'un point de vue philosophique, parce que moi je préfère définir le spécisme avant tout comme une organisation sociale. Et pas seulement le côté idéologie, préjugés, discrimination, parti pris qui reflète le monde des idées finalement, de qu'est-ce qu'on pense des animaux, est-ce qu'on les dévalue, quelle valeur on leur donne, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être avant tout et surtout regarder comment on les traite, la façon dont la société est organisée, quelles institutions, l'élevage, la pêche, les abattoirs, les infrastructures très concrètes, très matérielles qui organisent l'exploitation animale. Et finalement, le spécisme, pour moi, c'est avant tout la façon dont on traite les animaux. Et finalement, la façon dont on les traite va ensuite produire et sans cesse générer des discours à leur sujet, qui sont des discours d'infériorisation, mais qui sont là pour verrouiller et pour légitimer la façon dont on les traite, encore une fois. Donc ça rejoint, je pense, une approche matérialiste du spécisme, qui est... c'est d'ailleurs le sujet d'une conférence que j'ai donnée à la première édition de la Semaine de la pensée antispéciste, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube des Rendez-vous de la question animale. Alors si jamais maintenant la chaîne YouTube a changé de nom, donc c'est bien Semaine de la pensée antispéciste, la chaîne YouTube. Et merci pour ta conférence, Sarah. Moi, quand je parle des questions de spécisme parfois avec les gens, je me trouve pas face à des gens qui essayent de défendre le spécisme, à vrai dire. Je me trouve plutôt face à des gens qui rejettent le terme même, qui disent mais c'est idéologique comme terme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entend aussi, que le spécisme serait en fait juste une invention des antispécistes pour défendre leur cause idéologique, mais que c'est pas une réalité, c'est pas quelque chose d'aussi réel que le racisme ou que le sexisme. Qu'est-ce qu'on peut répondre face à ça? Oui, c'est ça. En fait, le rejet même des termes dans lesquels on veut parler de la question. C'est difficile de soutenir une idée pareille quand, comme disait Axel, on voit bien la société dans laquelle on vit qui prend vraiment les animaux comme des marchandises, comme des objets.
On les mange pour certaines personnes plusieurs fois par jour. On sait ce qu'il en retourne, de plus en plus avec des associations comme L214. On sait ce qui se passe dans les abattoirs. Ça contraste avec le fait que beaucoup d'entre nous avons à la maison peut-être un animal de compagnie. On voit la manière dont ils réagissent avec leur environnement, etc. Et on se rend compte que il n'y a pas tant de différence finalement. Quand on réfléchit un petit peu à la question, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différence entre un chien, un chat et une vache ou un cochon. Donc on peut, par analogie, comprendre que les cochons et les vaches aussi ressentent, mais on voit la manière dont ils sont traités dans la société. Et je trouve que c'est un peu difficile de pouvoir dire quelque chose comme le spécisme n'existe pas. Alors on peut lui donner le nom qu'on veut. C'est pas forcément spécisme, ça peut aussi être domination, exploitation, oppression des animaux, mais c'est difficile de nier qu'il y a véritablement un phénomène en fait d'oppression totalitaire des animaux non humains. Alors, moi, ce que je répondrais dans ces cas-là, c'est, appelle ça comme tu veux. Alors, peut-être que le spécisme, on l'a inventé, mais c'est quand même un phénomène qui a énormément d'histoire. Il y avait des penseurs déjà pendant l'Antiquité qui refusaient l'idée qu'on traite les animaux comme des marchandises. Je pense notamment à Pythagore, mais il y en avait plusieurs autres. C'est quand même un phénomène qui est très vieux. J'ai presque envie de dire aussi vieux que l'existence humaine sur Terre. Donc c'est difficile en fait de penser qu'il n'y a aucun problème avec la manière dont on traite les animaux. Ce que je répondrais du coup, c'est appelle ça comme tu veux, spécisme, oppression, exploitation, domination, mais il faut quand même pas que ça nous empêche de voir le phénomène tel qu'il est, c'est-à-dire que les animaux sont traités aujourd'hui comme s'il s'agissait de marchandises, alors même que la science a fait d'énormes efforts pour montrer que les animaux ne sont pas des objets, qu'ils ont leur propre subjectivité, qu'ils ont une conscience, qu'ils ont certaines formes d'expériences propres, qui leur sont propres, des préférences, etc. Et que c'est vraiment difficile de continuer à les traiter comme on les traite aujourd'hui. Mais moi, je me suis surtout retrouvée... J'ai pas eu tant ça dans mon... Ça m'est pas trop arrivé. Mais bon, c'est intéressant. Mais j'imagine qu'il y a aussi des gens comme ça qui rejettent l'idée même que le racisme existe, je pense. Ou que le sexisme existe. D'ailleurs, ça, oui, j'en ai entendu. Le sexisme n'existe pas, c'est une invention du XXe siècle. Bon. C'est pas terrible. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai une question quant aux critères de considération moraux. Je pense particulièrement à Émeric Caron avec le mouvement Rêve, Révolution envers le vivant. Et ce que je me demande, c'est, premièrement, est-ce que vous trouvez qu'on peut trouver pertinent d'utiliser comme critère de considération le vivant en tant que tel? Et si vous ne trouvez pas ça vivant, quelle objection on peut proposer à ce niveau-là? Alors, c'est très intéressant parce que c'est un argument qu'en fait j'avais envie de traiter aussi, mais quand j'ai chronométré, je me suis dit, non, ça va durer trop longtemps et je vais ennuyer tout le monde. Mais c'est un peu l'argument du coup et les plantes. Qu'est-ce qui se passe, le cri de la carotte, comme on l'appelle dans le milieu. Les plantes aussi souffrent, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport aux plantes? Je crois que je vais pas la retrouver. Je crois que je l'avais pas incluse finalement, mais j'avais fait aussi une petite... en fait, un aparté sur la question des plantes. En fait, le simple fait que quelque chose soit vivant n'est pas suffisant pour octroyer de la considération morale. Une plante est effectivement vivante, mais c'est aussi le cas, par exemple, des champignons. Enfin, on peut prendre plein de catégories différentes. Mais est-ce que le fait d'être vivant suffit pour octroyer une considération morale? En fait, c'est pour ça que le critère de la sentience est plus intéressant, parce qu'il ne suffit pas juste d'être vivant si on ne peut pas être affecté positivement ou négativement par des actions. Par exemple, un arbre, il est vivant, c'est vrai, et il a ses propres... il a sa façon de, s'ériger vers le soleil pour continuer à grandir. Mais si on le coupe ou si on le coupe pas, en fait, ça ne lui fait pas de grande différence parce qu'il n'est pas sentient.
la différence avec un être sentient, c'est que lui peut être affecté positivement ou négativement par ce qu'on fait. Alors, comment savoir si un être est sentient ou non? En général, on se réfère à la question du système nerveux ou ça s'appelle ganglia. Pardon? Les nocicepteurs, la nociception. C'est ça qui nous permet de voir si un être est sentient ou non. Et en fait, c'est ce qui est vraiment pertinent parce que c'est le critère qui nous permet de savoir comment on doit se comporter avec un être. S'il n'est pas capable d'être affecté positivement ou négativement, la question de l'éthique ne se pose pas tellement, en fait. Mais alors, j'avais un autre... il est où? Il m'échappe. Je l'avais dans mes petites notes. Oui, non, mais c'est ça en fait. C'est le fait que les plantes ne sont pas capables d'avoir une expérience subjective de ce qui leur arrive. Par exemple, si on prend notre téléphone, il est tactile, il réagit aux stimuli extérieurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il est capable de ressentir ce qui lui arrive si on le traite d'une telle ou d'une autre manière. Donc voilà, c'est un peu le cas des plantes. Ah oui, il y a un argument aussi scientifique, c'est-à-dire que on ressent de la souffrance, on est capable de ressentir de la douleur. C'est un mécanisme de survie en fait. Si on met la main dans le feu, ça nous fait mal pour qu'on sache que le feu, c'est danger et qu'il ne faut pas s'en approcher. Donc c'est un mécanisme qui nous permet de survivre et c'est pour ça qu'on est capable de ressentir de la douleur. Maintenant, un arbre, en fait, si la forêt est en train de brûler, à quoi ça servirait, scientifiquement parlant, que l'arbre soit capable de ressentir de la douleur si de toute manière il ne sera pas capable de s'en échapper en fait. Donc c'est la capacité de sentience n'est pas vaine, elle n'est pas juste dans la nature comme ça. C'est en fait un mécanisme qui nous permet de survivre, alors en tant qu'espèce ou en tant qu'individu, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous permet de perpétrer notre existence et qui n'aurait aucun sens dans le cas d'un être complètement immobile, par exemple comme un arbre. Donc ça, c'est aussi peut-être un autre argument qu'on peut adopter. Puis je pense qu'il y a aussi un argument un peu, peut-être un peu plus, je sais pas si le mentionnait ou pas, mais en gros, c'est aussi un argument pratique, c'est-à-dire que l'urgence maintenant, c'est les animaux sentients. Tant qu'on ne les considère pas, ça sert un peu à rien de nous intéresser à d'autres formes, parce que ce qui est évident pour l'instant, c'est que les animaux sont capables de ressentir, la plupart des animaux sont capables de ressentir de la souffrance. Donc on peut peut-être essayer quand même de réfléchir à cette question avant de nous intéresser aux autres formes de vie, même si c'est très pertinent de le faire. On a des raisons un petit peu plus urgentes pour l'instant de nous occuper des animaux non humains, sentients, avant de nous attaquer à d'autres problèmes. Merci. Moi, j'avais une petite question. Qu'est-ce qu'on peut répondre quand on nous dit que l'antispécisme est anthropomorphique? C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, ou c'était trop émotionnel, ou qu'on projetait finalement nos modes de pensée sur les autres espèces. Que du coup on est antispéciste parce qu'on projette sur les animaux des qualités purement humaines. Ouais. C'est vrai que c'est un argument intéressant, mais la manière dont on pourrait répondre à ça, c'est qu'il me semble que, et puis pas que moi, je pense que beaucoup de personnes en éthique animale semblent penser la même chose. Les critères qui reposent sur l'émotion ou sur des critères arbitraires ou des critères justement anthropomorphiques, c'est plutôt les arguments liés par exemple à l'intelligence. Ça, c'est vraiment un critère anthropomorphique. Les humains sont intelligents, donc il faut que toutes les autres espèces soient intelligentes aussi pour qu'on puisse les respecter. Ça, c'est vraiment, je trouve personnellement, anthropomorphique. Par contre, la question de la sentience, en ce que c'est un critère qui justement n'est pas arbitraire parce que il concerne plusieurs espèces et pas seulement l'humaine, permet un petit peu de nous éloigner de l'anthropomorphisme, à mon sens. Par contre, les critères d'intelligence ou de solidarité, je sais plus trop où j'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'était l'exemple en fait, c'était un peu une expérience de pensée. Imaginez que les êtres humains soient capables de voler.
Donc imaginons que les êtres humains aient des ailes. C'est sûr que si tel avait été le cas, on se serait retrouvé à dire nous avons des ailes, donc en fait c'est ce qui nous permet de nous élever au-dessus de tous les autres animaux, c'est ce qui nous permet de nous élever en tant que civilisation, justement parce qu'on a des ailes, c'est ce qui nous permet de voir le monde d'une manière très particulière, donc c'est ce qui fait qu'on est supérieur aux autres. Et du coup, ce serait un argument, je trouve que ça fonctionne bien en fait de penser comme ça, parce que c'est un peu ce qu'on fait en ce moment. On a la raison, donc on est supérieur aux autres, à tous les autres animaux. L'idée des ailes, ça nous montre bien que c'est absurde en fait. On peut toujours trouver un critère qui nous est propre et l'utiliser pour discriminer toutes les personnes qui ne rassemblent pas ce critère-là, qui ne le remplissent pas. Donc je trouve que ce qui est vraiment anthropomorphique, c'est le fait d'autoriser, de donner notre considération morale en fonction de critères purement humains. Par exemple, l'intelligence. Est-ce que les êtres humains seraient capables de... C'est un philosophe qui posait cette question, qui s'appelle Merleau-Ponty, un phénoménologue. Il demandait, est-ce que les humains seraient capables de faire une toile d'araignée comme l'araignée fait sa toile ? On en serait sûrement incapable. Mais en fait, on ne voit pas, on refuse de voir les animaux dans leur propre particularité, leurs propres caractéristiques, leurs propres capacités, parce qu'on veut constamment que les animaux soient capables de faire ce que nous, on est capable de faire. Par exemple, compter, faire des mathématiques, être capable de résoudre des problèmes, parler un langage. C'est ça qu'on fait constamment pour prouver ou non l'intelligence des non-humains. Mais bon, on se rend compte que c'est toujours des critères très anthropomorphiques, c'est-à-dire c'est les choses dont les humains sont capables, et c'est comme ça qu'on décide de si un animal mérite notre considération ou non. En revanche, la sentience, qui est, comme je disais, l'un des critères antispécistes pertinents, n'est pas anthropomorphique dans le sens où ça touche tout un tas d'animaux non humains. À l'inverse de l'intelligence ou de la capacité de faire des mathématiques, par exemple, ou de la conscience de soi. La conscience de soi, c'est la capacité d'être conscient de soi-même. Par exemple, ce qu'on teste sur les animaux, c'est le test du miroir, et on voit si les animaux sont capables ou non de se reconnaître dans le miroir. Très peu d'espèces sont capables de ça, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est pertinent au moment de savoir comment est-ce qu'on va traiter un animal ? Est-ce que c'est ce critère-là qui est vraiment humain et qui concerne quelques autres espèces, ou est-ce qu'il y a un critère un peu plus inclusif qui serait par exemple le cas de la conscience ? Donc pour moi, ce qui est vraiment anthropomorphique, c'est le spécisme en fait. Je me permets une petite intervention avant de passer le micro. Je trouve qu'il y a quelque chose de très frustrant avec la question d'arguments, de comment répondre aux arguments, faire le tour. Là, tu le disais toi-même, tu as pu aborder seulement une fraction de tous les arguments qu'on nous oppose. Et en fait, je pense que c'est révélateur que, en fait, si vous réussissez à répondre correctement à un argument spéciste, il y en a 10 autres qui vont apparaître derrière. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est rarement d'avoir une discussion rationnelle, logique, constructive sur est-ce que le spécisme est défendable ou non, est-ce que c'est juste ou non, et on va en tirer des conclusions et on va apprendre des choses mutuellement et changer éventuellement la société, nos habitudes. C'est très rare finalement qu'on ait ce contexte-là de discussion honnête. Et en fait, je pense que les arguments, entre guillemets, antispécistes sont plutôt des mécanismes de défense qui sont générés comme ça à la suite, sans même que les personnes n'aient vraiment réfléchi à l'argumentation. C'est pour ça que des personnes qu'on peut estimer qu'on admire ou qu'on connaît par ailleurs pour leur position qu'on trouve admirable, peuvent sortir des choses totalement étonnantes et bizarres sur la question du spécisme, qui peuvent être réfutées très facilement, parce qu'en fait, c'est pas tant une position réfléchie qu'une façon de ne pas avoir à changer ses habitudes, une façon de verrouiller ses privilèges, son confort matériel, etc. Donc je pense qu'on revient à la question un peu matérialiste de, finalement, les arguments, ce qu'on appelle les arguments, mais qui sont... c'est peut-être déjà leur donner trop de crédit que de les appeler arguments,
est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu de la lutte antispéciste? Est-ce que c'est de réussir à répondre point par point, faire un bingo comme ça de tous les arguments moi, je pense qu'on aura beau tous les réfuter, même quand on sera arrivé à la fin, on n'aura pas aboli le spécisme, quoi. Et je pense que c'est très important d'avoir cette argumentation, parce que ce qui est quand même bien pour nous, mouvement antispéciste, c'est que je pense qu'on a les arguments pour nous. C'est ça qui est quand même un avantage, mais que la lutte antispéciste se situe peut-être aussi à un autre niveau, qui est la lutte institutionnelle, la lutte politique, le fait d'abolir des institutions très concrètes, le fait de faire reculer les pratiques spécistes, et qu'on n'a pas besoin de saturer nos discours et nos stratégies d'arguments idéologiques pour faire avancer la cause animale. Et j'aime bien donner un exemple concret de ça, qui est toutes les associations, et notamment Sentience Rennes, qui visent à faciliter l'accès à une alimentation 100% végétale qui soit équilibrée, bonne et au même prix que le régime carné. Parce que quand on donne accès, quand on facilite l'accès à cette alternative-là, on permet à ce que les gens soient moins verrouillés idéologiquement à défendre à tout prix leur morceau de viande. Parce que si ces personnes ont l'opportunité au quotidien d'avoir accès à quelque chose, à une alimentation végétale, je pense qu'elles seront moins réticentes à tout prix rester arc-boutées sur leurs arguments et leurs positions spécistes. Donc c'est une façon de faire changer les pratiques spécistes en faisant reculer la consommation de viande, donc le massacre des animaux dans les élevages et les abattoirs et les bateaux de pêche, tout en sans forcément passer par la case. Alors pourquoi l'anthropocentrisme c'est pas bien, pourquoi l'espèce est un critère arbitraire de considération morale, sans forcément mobiliser une argumentation point par point. Oui, je suis pas forcément tout à fait d'accord. Je pense que, si, mais un peu plus nuancé. Je pense qu'en fait, ce sont deux approches qui vont main dans la main. Si on s'arrête à, je connais plein de personnes qui veulent même pas goûter d'un plat vegan juste parce qu'elles ont toutes ces idées en tête. Et si on peut essayer quand même d'argumenter, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui n'ont jamais réfléchi à la question. Et je pense que c'est un peu important aussi de notre part de montrer quels sont nos arguments, que ça sort pas de nulle part, qu'en fait ce sont des arguments qui sont forts, qui sont solides, c'est une position qui se tient, et en fait ça va pour moi main dans la main, parce que finalement moi je suis fervente aussi adhérente à l'idée que le spécisme est un système d'oppression, d'exploitation, qui dépend pas forcément en fait des positions individuelles de chacun, qui va au-delà de l'individu, mais finalement qui fait la politique et qui fait les lois, ça reste des individus. Donc je pense que c'est quand même intéressant de nous battre aussi sur le champ pas seulement politique, pas seulement social, pas seulement alimentaire, en proposant des alternatives végétaliennes. Je pense que tout va main dans la main, mais c'est aussi important d'être capable, je pense, de mener le combat sur le plan des idées, en fait. Parce que beaucoup de luttes ont quand même bien avancé grâce à ça. Et c'est toujours bien d'être armé. En fait, je proposais un peu ce format de conférence parce que j'ai vu beaucoup de personnes se trouver en fait complètement démunies face à la mauvaise foi. En fait, tu as tout à fait raison. Des fois, c'est même pas des vrais arguments, c'est des excuses pour continuer à manger de la viande, pour ne rien changer à nos habitudes. Donc on prend un peu ce qui nous arrange pour nous justifier. Parfois complètement sans fondement, de manière complètement étonnante. Mais c'est pour ça, en fait, que c'est important d'être capable aussi de ne pas rester démuni face à des arguments, mais de montrer que c'est solide, en fait, ça tient debout. Et tout ça, ça va main dans la main, je pense. Oui. Pour préciser, je suis tout à fait d'accord que ça va main dans la main, l'approche de la lutte culturelle, la lutte idéologique et la lutte peut-être comportementale ou tout ça. En fait, c'est vraiment une question d'allocation des ressources, de comment on distribue nos stratégies, nos énergies. Et évidemment, moi, je propose pas que ça soit 100% dans la lutte comportementale, ou on peut l'appeler, je sais pas comment, mais Enfin bon.
Oui, non, je comprends. En plus, c'est très fatigant. C'est vrai qu'en termes de ressources énergétiques, c'est un peu difficile. Merci pour ta conférence. Je voulais savoir, tu parles depuis tout à l'heure, j'ai l'impression en tant qu'antispéciste, on voudrait abolir la domination qu'on fait sur les animaux, donc les nuisances que les humains font sur les animaux. Est-ce que pour toi, ça serait continuer d'être spéciste, en fait, de ne pas aider les animaux, par exemple, qui sont dans la nature, les animaux sauvages, et se dire, par exemple, si c'est des humains qui seraient dans le besoin ou la souffrance, on les aiderait, mais là, vu que c'est des animaux sauvages, si on les aide pas, ça pourrait être spéciste ou pas? Enfin, ton point de vue là-dessus. Est-ce que c'est spéciste de ne pas venir en aide aux animaux qui souffrent dans la nature? C'est ça, c'est la question. C'est une question très vaste et j'ai l'impression que c'est une question qui divise pas mal le mouvement animaliste. Tu me demandes de mon avis et en fait mon avis c'est que c'est important d'intervenir aussi pour les animaux dans la nature. Alors, il existe des antispécistes qui défendent l'idée qu'il faut empêcher, pour parler très vulgairement, le lion de manger la gazelle. C'est pas du tout ce que je défends personnellement. Par contre, je pense qu'il est très important d'intervenir pour venir en aide aux animaux sauvages qui souffrent, par exemple, lors d'incendies de forêt. Il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place pour, par exemple, créer des refuges pour les animaux sauvages, pour qu'ils puissent s'y retrouver lors d'incendies ou de catastrophes naturelles, ou alors des soins en fait qui sont apportés. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est à développer. On pense parfois que la vie des animaux sauvages est idyllique. C'est loin d'être le cas. Il y a énormément de souffrance dans la vie sauvage pour les animaux. Et dans certains cas, l'être humain, premièrement, est responsable donc, de ces souffrances-là. Donc, par exemple, la chasse ou les incendies de forêt, etc. Donc là, c'est important d'intervenir. Là où c'est un petit peu plus polémique, c'est le cas que je mentionnais au tout début, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la prédation, par exemple, intra-animale. Ça, c'est une question qui divise énormément. Moi, ma posture tient à dire que non, dans ces cas-là, en fait, un lion est strictement carnivore, donc on ne peut pas y faire grand-chose. En fait, pourquoi est-ce que l'intérêt de... Ça, c'est une question large, mais le lion ne pourrait pas continuer à vivre sans manger la gazelle. Comment est-ce qu'on décide des intérêts qui comptent le plus entre celui de la gazelle et celui du lion? En fait, c'est une question qui est très difficile. Personnellement, j'ai décidé de trancher pour l'instant, même si on est toujours en train d'y réfléchir et de penser à cette question-là. Mais en tout cas, dans certains cas, oui, c'est important d'intervenir pour les animaux sauvages, comme je disais, notamment dans les cas où l'être humain est directement ou indirectement responsable. Donc, c'est une bonne question parce que les animaux sauvages sont pas forcément pris en compte. Même par le mouvement animaliste lui-même, on n'y pense pas tellement, alors que c'est une vie qui est souvent tissée de souffrance. Donc c'est important d'y penser aussi, de se pencher sur la question. Il n'y a pas que les animaux domestiques et les poissons et les animaux aquatiques. Il y a aussi des élevages de la pisciculture, des élevages de poissons. Il y a aussi les animaux sauvages qui sont à prendre en compte. Et c'est important d'y penser. Juste pour rebondir sur la prédation, je pense que l'alternative à la chasse, par exemple, c'est la prédation c'est le retour de prédateurs sauvages. Et en soi, en fait, le retour de prédateurs sauvages ça a été démontré dans les Rocheuses où il y a eu le retour du loup, et ça a profité à tout l'écosystème. Donc, je pense que d'un point de vue conséquentialiste, c'est beaucoup mieux de laisser les prédateurs manger leur proie parce qu'il va y avoir un foisonnement de vie après, oui, c'est vrai. Juste après, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un argument à prendre en compte. C'est vrai. Moi, je voulais revenir sur une argumentation que vous avez donnée tout à l'heure, mettant d'un côté les animaux sentients et de l'autre les arbres. Et voilà, c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, c'est aussi une forme de discrimination. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de reconsidérer vraiment notre consommation du monde, en fait. La façon dont on fait usage de l'environnement. Et pour moi, un arbre, il est tout aussi important pour l'humain que pour les animaux sauvages. Et en plus, je pense que les arbres peuvent ressentir,
peut-être pas de la manière subjective que l'on peut s'attribuer ou attribuer à certains animaux, mais qu'il y a aussi une souffrance de l'environnement et du végétal. Et je pense que plus globalement, je comprends l'argument qui, à un moment donné, parle d'urgence à considérer la souffrance de la majorité des animaux, mais il me semble quand même qu'il faut faire attention à ne pas opposer végétal et animal. Pour moi, ça ne serait pas du tout opérant, quoi. C'est intéressant. Je pense que on n'a pas pour l'instant donc vous mentionnez la question de la souffrance du végétal. Pour l'instant, on n'a pas de raison positive de croire que ça existe en fait. Alors on peut projeter sur les arbres ou sur les végétaux qu'ils peuvent ressentir, qu'ils souffrent, mais scientifiquement parlant, on n'a pas pour l'instant de raison positive de croire que c'est le cas. Donc c'est un peu difficile. Après, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est pas pour autant qu'on fait n'importe quoi en fait avec les arbres et les plantes en général. Il est très important qu'on adopte une vision un petit peu plus douce en fait avec tout le vivant. Mais si on parle vraiment d'éthique, donc de l'exploitation, de l'oppression, de la domination humaine sur toutes les autres espèces, je pense quand même qu'il y a une priorité pour les animaux dont on sait qu'ils sont capables de souffrir. En fait, c'est vraiment que voilà, on se fonde un peu sur la manière dont la science avance. Et pour l'instant, on n'a pas tellement de raison de prendre en compte la souffrance des végétaux parce qu'on n'a pas de raison positive de penser qu'ils souffrent en fait. Oui, je comprends. Après, c'est aussi avoir une réflexion sur les interactions. C'est-à-dire que un animal, on peut sauver un animal tout seul s'il n'a pas, je dis n'importe quoi, hein, mais une prairie, une forêt, etc. pour vivre. S'il n'a pas d'environnement, oui. Il souffrira de toute façon. Bien sûr. Donc pour moi, c'est vraiment. Oui, c'est un tout. C'est un tout, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On parle, par exemple, en éthique animale, on parle pas beaucoup des animaux aquatiques. C'est dommage. On parle souvent des poissons. En fait, quand on parle du problème de la pêche, on fait souvent référence au fait de vider les océans, donc une approche un peu écocentrée. C'est les océans qui comptent. On ne parle pas tellement des individus poissons, par exemple, ou des animaux aquatiques en général. Mais c'est vrai que tout en parlant d'éthique des animaux aquatiques, on peut quand même aussi se rendre compte que ce qu'on fait aux océans impacte aussi directement les animaux sentients, les individus qui y vivent. Donc c'est vrai que c'est une approche qui pourrait être holistique un petit peu plus. Oui, bon. Je parlais d'urgence. Je pense que dans l'état des choses actuelles où on massacre et on tue des animaux dont on sait clairement qu'ils sont sentients, c'est un peu toujours ça. C'est pour ça qu'on développe des éthiques animales, quoi. Même si c'est vrai que c'est pas... On traite clairement pas les végétaux comme on devrait le faire. Ça reste quand même l'urgence. L'urgence reste quand même animale pour moi, même si c'est vrai que c'est lié. Merci pour la conférence. J'avais entendu parler des degrés de sentience et je voulais savoir si c'était pas un piège en fait de mettre des limites. Et du coup, est-ce que ça implique pas des traitements du coup différents? Alors, j'ai jamais entendu parler de degré de sentience. J'ai entendu parler de degré de conscience. Je sais pas si c'est à ça que tu fais référence. La sentience, en fait, c'est juste le fait d'être affecté positivement ou négativement. À partir du moment où c'est possible d'être affecté positivement ou négativement, même un petit peu, on est déjà sentient. Donc l'éthique qui se repose sur la sentience est suffisante à partir du moment où on est capable d'être affecté positivement ou négativement. Même, en fait, j'ai du mal à concevoir comment ça peut être une question de degré. Par contre, la conscience, oui, il y a différents types de conscience, notamment la conscience d'accès, la conscience phénoménale, on utilise des grands mots, et la conscience de soi. Là, il y a différents niveaux. Par exemple, la conscience phénoménale se rapproche pas mal de la sentience, c'est-à-dire la capacité d'être affecté, de réagir par rapport à son environnement et de faire l'expérience subjective de son environnement. La conscience de soi, par exemple, c'est un niveau, il faut faire une hiérarchie un petit peu au-dessus, c'est la capacité de se reconnaître soi-même, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses connaissances, etc. Là, oui, on a des niveaux de conscience différents. Mais des niveaux de sentience différents, j'ai un peu du mal
à m'imaginer. Je ne sais pas si on t'a donné plus d'exemples quand on t'a donné cet argument-là. Du coup, c'était pour la question des insectes. Et comment on les considère? Ah oui. La question des insectes, elle est épineuse. En fait, on sait que tous les vertébrés, ou presque tous les vertébrés, sont sentients, mais la question des invertébrés, dont les insectes et certains mollusques, reste en fait en suspens. Donc il faut suivre un peu les nouveautés scientifiques à ce sujet-là. Là où j'en suis restée, c'est que certains animaux montraient certains niveaux de sentience. Je pense notamment aux abeilles, mais d'autres pas du tout. Donc en fait, c'est une question. C'est vrai qu'on ne sait pas trop. Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse univoque par rapport à la question des insectes. Et puis, je suis pas du tout spécialiste des invertébrés, des insectes. Mais oui, c'est un peu une question qui reste en suspens. Après, c'est pas bon. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est la nourriture du futur, les insectes. Donc, il serait intéressant de savoir de quoi il en retourne. Moi, personnellement, je sais pas s'il y a vraiment des réponses scientifiques claires au sujet de la sentience des insectes. En tout cas, des insectes en tant que groupe, je suis pas sûre. Bonjour. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que du coup, justement, c'est pas plus intéressant de s'abstenir et de ne pas suivre le discours scientifique comme on l'a fait depuis des années, des siècles, et qui a causé tant de tort en fait à tout être qui était discriminé au travers de l'histoire? Oui. Ce que je me demande, c'est oui, on parle des insectes comme nourriture du futur. Mais ça veut dire que dans ce cas, ce serait pertinent de militer pour qu'on passe d'une alimentation d'animaux reconnus comme sentients à une alimentation à base d'insectes. Et moi, je sais que je militerai jamais pour ça, par exemple. Pour qu'on mange des insectes? Ouais. Même si ils ne sont pas sentients? Alors, oui. Pourquoi du coup? Parce que je pense que effectivement c'est une question d'approche et du rapport au vivant en général, qu'il faut que le rapport soit équilibré et peu importe cette question-là, pour moi en tout cas. Et si ça permet, donc en imaginant que les insectes ne sont pas sentients, ce dont on n'est pas sûr, vous seriez opposé à l'idée de manger des insectes, même si ça permettrait d'épargner, imaginons, hein, supposons, des animaux directement sentients, dont on sait la sentience réelle. Par exemple, si on disait demain, on arrête de manger, les vaches, les cochons, les poulets, les poissons sont épargnés, mais on va se tourner vers des insectes, est-ce que dans ce cas-là, on s'y oppose? On s'oppose en imaginant que les insectes ne sont pas sentients? Oui, parce qu'on pourrait aussi redoubler d'efforts sur la pêche en considérant que l'urgence c'est les animaux mammifères, parce que il y a plus de recherches là-dessus sur leur sentience en fait. Oui, il y a plus de recherches sur les mammifères, mais il y a quand même assez de recherches sur les animaux aquatiques pour dire qu'ils sont sentients aussi. Oui, aujourd'hui. Oui. C'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il faut attendre le discours scientifique pour avoir une position philosophique et idéologique C'est une grande question. Est-ce que la philosophie passe avant la science ou l'inverse? Je pense que malheureusement, pour des questions comme celle-là, on n'a pas grand-chose d'autre en fait dans nos mains pour pouvoir décider. Si on ne se fonde pas sur des critères solides, des critères objectifs, c'est difficile en fait de fonder une éthique, je pense. Si on ne se fonde pas sur ce que la science nous apprend. Après, je suis tout à fait d'accord que la science évolue énormément et la science peut même être manipulée idéologiquement. On l'a vu à travers l'histoire, ça arrive. Mais malheureusement, je pense qu'en tant que philosophe, on se retrouve un peu démuni
face à ce problème-là, quoi. Si on ne se fonde pas sur les avancées scientifiques, sur quoi est-ce qu'on pourrait se fonder? C'est là qu'en fait on risque de tomber dans certains pièges, même si je conçois que la science soit peut-être un piège aussi, mais peut-être un piège moins grand que des projections arbitraires, par exemple pour venir à l'anthropomorphisme, qui pourrait causer plus de problèmes. Donc j'ai pas vraiment de réponse à donner catégorique, mais malheureusement je pense que pour l'instant on n'a un peu que ça pour fonder notre éthique, pour l'instant. Peut-être que quelque chose d'autre surgira plus tard, mais pour l'instant c'est un peu tout ce qu'on a pour pouvoir décider de notre manière d'agir par rapport aux animaux non humains. Je vois pas en fait d'autres manières. Il y a le principe de précaution qui peut éventuellement venir éclairer une partie de l'éthique, enfin de qu'est-ce qu'on devrait faire en situation d'incertitude, parce que c'est de ça dont on parle. C'est une situation... la question de la sentience des invertébrés, c'est une question qui n'est pas résolue scientifiquement. Chacun peut avoir son opinion, mais en fait, je pense effectivement qu'il y a... c'est important d'éclairer nos priorités en tant que mouvement social par des informations scientifiques. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et au sujet justement de la sentience des invertébrés, je pense que l'état des lieux le plus complet sur le sujet, mais en fait qui est très incomplet, c'est le travail d'une organisation de recherche qui s'appelle Rethink Priorities. Vous pouvez trouver leur rapport sur Internet, en fait, où il y a vraiment une revue de la littérature sur le sujet qui est assez maigre, mais aussi une équipe de chercheurs qui a été embauchée. Enfin, il y a une équipe constituée dans cet orga qui travaille précisément sur cette question, donc ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Deux questions, parce que les animaux, on ne fait pas que les manger. Et première question sur les animaux au travail, puisqu'il y en a encore. Alors on fait quoi? Voilà. Et la deuxième chose, c'est des animaux qu'on fait pas enfin, je sais pas comment. C'est la domestication, mais en sens de ce qu'on appelle les animaux de compagnie aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que la souffrance animale, elle a des aspects peut-être qui se cache quelque part par là aussi. Oui, tout à fait. C'est important de le rappeler. Alors, par rapport à la première question sur les animaux de labeur, il y en a de moins en moins, mais il y a beaucoup de pays où ça existe encore et c'est encore très, très courant. Je pense que c'est un peu en fait la même logique que dans le cas où on les mange, parce que finalement, qu'on les mange ou qu'on les utilise pour travailler, dans les deux cas, on les exploite. Et dans les deux cas, on leur fait faire des choses dont ils ne sont pas forcément... dont ils n'ont pas naturellement envie. On les force à faire quelque chose, on les exploite. Donc je pense qu'en fait, c'est la même dynamique. Si on refuse de manger des animaux, naturellement, on refuse aussi de les exploiter à des fins de travail. Maintenant, la question des animaux de compagnie est un petit peu plus subtile. J'ai l'impression que là encore, c'est une question qui divise pas mal les antispécistes. Certaines personnes pensent que avoir un chat à la maison, c'est le réduire en esclavage. J'ai vu ça. Ou un chien. Que c'est en fait servir à un but purement égoïste. C'est qu'en fait une espèce de servage des animaux que de les avoir à la maison pour notre propre bien-être. Je pense que là, il est important de faire un petit peu de nuance. Il y a plusieurs, selon moi, manières d'avoir un animal de compagnie. Dans le cas, par exemple, où on sauve un animal de la rue ou d'une mort certaine et qu'on l'accueille à la maison et qu'on lui donne de bonnes conditions de vie, je pense que c'est relativement acceptable, pour moi en tout cas. Par contre, il faut se poser la question des élevages, par exemple, d'animaux de compagnie, les élevages de chiens, notamment de chats, de races, qui sont en fait des lieux d'atroces souffrances. Et là, on peut appliquer les mêmes critères que les critères éthiques qu'on a mentionnés jusque-là pour la consommation des animaux pour la nourriture. C'est les faire souffrir
sans raison en fait, et de manière dont on refuserait absolument de traiter des êtres humains. Donc là, c'est effectivement un spécisme qui est en jeu, à faire des élevages d'animaux pour le simple plaisir humain. En plus, parfois, ça crée d'énormes souffrances, même biologiquement, aux animaux. Je pense notamment à des chiens comme les pugs, notamment, qui sont sélectionnés, qui sont tellement modifiés en fait, génétiquement qu'ils ont même du mal à respirer, que leur vie devient complètement difficile parce qu'ils ont été manipulés par l'être humain pour être mignons, avoir la tête toute écrasée, que ce soit mignon d'avoir un pug. Bon, là, effectivement, hein, c'est pour moi la même question qui se pose que dans le cas où on les exploite pour les manger. C'est arbitraire, c'est inutile, c'est injustifié, et c'est vraiment pour satisfaire une forme de vanité humaine, en fait. Donc, ouais, dans ces cas-là, ça pose problème. C'est pour ça que je disais qu'il faut nuancer, parce qu'il y a aussi d'autres cas où... c'est pas pour raconter ma vie, mais bon, j'ai trouvé 2 chats dans la poubelle. Elles étaient enfermées dans un sac plastique, en fait, au soleil. Elles étaient... Bon, d'ailleurs, quand j'ai ouvert le sac plastique, il y en avait 3. Un était déjà mort. Les 2 autres étaient vivantes, mais bon, je pense que 2 heures de plus au soleil, c'était fini. Donc, effectivement, je les ai adoptées. Je leur donne une vie. J'ai plutôt l'impression d'être, moi, l'esclave de ces 2 chats. Et je pense qu'une personne qui a des chats sait de quoi je parle. Donc là, bon, dans ces cas-là, j'ai pas du tout l'impression de réduire en esclavage ces chats. Elles font leur vie tout à fait librement, et puis de toute façon, sinon, elles seraient mortes. Donc en fait, je pense que voilà, il y a des nuances à avoir. C'est pas une question facile, c'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça de manière fixe. Mais c'est intéressant, en tout cas, d'y réfléchir, parce que c'est clair que il y a toute une industrie des animaux de compagnie qu'il faut aussi remettre en cause quand on est antispéciste. Donc c'est une question très, très légitime. Mais du coup, le fait d'avoir des animaux de compagnie, ça implique le système de l'industrie, parce qu'il y a beaucoup de chats, parce qu'il n'y a pas forcément une stérilisation qui est faite. Du coup, il y a beaucoup de chats et ça implique des souffrances. Pour des animaux sauvages, notamment. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a certaines initiatives qui sont mises en place pour stériliser les chats, pour le faire de manière gratuite, notamment pour que les personnes aillent faire stériliser leurs animaux, parce que c'est la seule manière de lutter efficacement contre la surpopulation des chats errants. Mais bon, il y a toujours une résistance, et c'est vrai qu'il y a trop de chats et ça pose des problèmes graves, notamment, comme je disais, pour les animaux sauvages ou liminaires, des oiseaux, des rats, les musaraignes, des petits animaux comme ça qui sont... dont les chats sont des prédateurs, et comme ils sont trop nombreux parce qu'on ne stérilise pas les animaux, ça pose problème, c'est clair. Mais maintenant, est-ce qu'il faut se débarrasser des chats ? C'est une question vraiment difficile. Est-ce qu'il faut tuer tous les chats pour que les musaraignes soient sauvées ? En fait, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que personnellement, je soutiens les initiatives notamment de vétérinaires qui stérilisent gratuitement pour éviter justement cette surpopulation de chats, parce que c'est un peu la seule manière qu'on ait de répondre à ce problème sans pour autant se retrouver dans des dynamiques d'animaux nuisibles, par exemple, qui n'est pas du tout acceptable. Donc oui, c'est une vraie question, la question des chats. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter ici, et si vous le souhaitez, déjà on peut remercier encore une fois Sarah. Merci à vous. Merci beaucoup.